Vous écoutez Instinct Voyageur. Vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis avec François Picard qui est conférencier et réalisateur et fondateur de l'association Culture Aventure. Bonjour François. Bonjour. Alors j'ai voulu t'inviter, là on est chez toi à Clamart autour d'un café et je voulais parler de toi, de ton activité, ton parcours et de ton activité de conférencier réalisateur. Alors tout d'abord, un peu la question classique, c'est comment tu es venu au voyage. Il me semble que j'ai lu que tu as séjourné déjà plusieurs années au Cameroun quand tu étais enfant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai grandi pas très loin d'ici, dans la banlieue parisienne. Et quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu la chance de réaliser mon premier grand voyage. On a traversé l'Atlantique, on est parti s'installer au Texas avec ma maman qui était professeure d'histoire-géographie. Donc ça a été un changement incroyable pour moi et puis pour elle également. Et après, on ne s'est pas arrêté là puisque après ces 2 années au Texas, on est parti au Cameroun où j'ai vécu pendant 6 ans. Et je suis du coup rentré dans mon pays, la France, qu'à mes 17 ans. Et c'était un pays que je connaissais finalement assez peu. Je connaissais peu les codes culturels de ma génération. Donc ça a été pour moi comme une découverte d'aller à la rencontre de mes compatriotes. Ah, c'est sympa cet aspect-là de finalement découvrir ton pays comme si c'était en mode voyage, comme si ça doit être assez grisant au début. C'était assez déstabilisant parce qu'effectivement, je connaissais pas du tout l'argot des jeunes de 17 ans, je comprenais pas leur code, je comprenais pas, j'avais pas vraiment les mêmes tenues vestimentaires qu'eux non plus. Donc ça a été tout un travail de à la fois m'intégrer et puis garder ma personnalité, de faire la part des choses entre ce qui était ce que je pouvais garder, ce qui faisait qui j'étais et puis de me fondre aussi un petit peu dans les codes locaux et puis de découvrir la vie française, la vie parisienne de banlieusard. Mais ça a été effectivement quelque chose d'assez incroyable parce que quand j'ai quitté le Cameroun, j'en avais un petit peu marre de cette vie au Cameroun où je me sentais un petit peu aussi déraciné, même si j'avais peu vécu en France. Et pour moi, l'arrivée en France a été vraiment une très belle période de ma vie où moi j'adorais vivre ici, j'adorais découvrir des gens qui avaient le même humour que moi, un certain nombre de codes culturels que je retrouvais et que j'avais un petit peu perdu avec cette communauté à la fois de Camerounais que je côtoyais au Cameroun, bien évidemment, beaucoup de Camerounais, mais aussi beaucoup de Français expatriés, de Français qui étaient totalement déracinés, qui vivaient dans une sorte de monde parallèle qui est celui des Français en Afrique. Ouais, je connais, en effet c'est un monde parallèle et un peu à part. Donc t'as vécu beaucoup à l'étranger, j'imagine qu'après t'es resté un peu sur ce mode-là, pas forcément expatrié mais au niveau voyage, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles t'es devenu journaliste. Oui, c'est vrai qu'après, moi, je me suis jamais expatrié, j'ai jamais requitté la France dans le long terme, mais je pense que ça, c'est dû certainement à mon déracinement, c'est-à-dire qu'à un âge où beaucoup de jeunes rêvaient d'aller partir vivre à l'étranger, moi, j'étais tellement heureux d'être en France, d'être avec les miens, que j'avais pas envie de quitter la France, mais j'avais quand même envie de découvrir le monde. Donc c'est comme ça que j'ai été amené effectivement à réaliser mes premiers voyages, à choisir aussi un métier. Moi, j'ai choisi le métier de journaliste, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait pendant des années, j'ai été reporter, et de choisir un métier qui me permettait de découvrir le monde et puis de le partager, grâce à mes reportages. J'ai travaillé beaucoup en radio, beaucoup en presse écrite, d'aider à le décrypter, à le comprendre et puis à partager les belles rencontres que j'ai pu réaliser. Et t'étais là aussi où des pages d'histoire se sont écrites, comme en Irak, c'est ça, pendant la chute, à l'époque de la chute de Saddam Hussein. Raconte-nous un peu ce moment-là, pas forcément ce moment-là, mais cette expérience-là en tant que journaliste. Là, c'est vrai que ce que j'ai vécu en Irak, c'est une grande chance, je pense. Ça a été
vraiment passionnant pour moi. J'étais en Irak sous le régime de Saddam Hussein, au moment où le pays était en train de vivre un embargo qui touchait surtout la population civile. Et je faisais partie d'une association qui s'appelait Étudiants contre l'embargo, qui brassait des soutiens aussi bien de gauche que de droite et qui dénonçait cet embargo. Et on était parmi les premiers vraiment à avoir ce discours, à expliquer que l'embargo, il ne gênait absolument pas le régime en place de Saddam Hussein et tous les pontes du régime qui s'enrichissaient dessus grâce au marché noir en contournant les règles, etc. Mais qu'il impactait directement la population civile. Et donc je suis parti, c'était en 2000, à la rencontre des étudiants de Bagdad et pour constater les conditions effroyables dans lesquelles ils vivaient au quotidien, dans lesquelles les conditions très difficiles dans lesquelles ils essayaient d'étudier avec un embargo qui touchait aussi bien le matériel des étudiants en médecine que les livres. Ils avaient un mal fou à se procurer des livres, ça passait par des systèmes de photocopieuses, etc. C'était une lutte de tous les instants. Et ce qu'on dénonçait, c'est qu'on allait vraiment sacrifier une génération d'Irakiens à cause de cet embargo sans affaiblir le régime. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une génération qui s'est sacrifiée. Et nous, on avait vraiment constaté ça, qu'il y avait un repliement des Irakiens sur eux-mêmes, sur leur religion, sur des valeurs qu'aurait pu que l'éducation, que les études supérieures auraient peut-être pu éviter, un repliement sur soi qu'ils auraient pu éviter. Et je pense que si l'Irak a sombré dans les années qui viennent, je pense qu'on doit trouver ses racines dès cet embargo américain. Là, tu parles un peu de l'islamisme aussi, enfin du mouvement, des mouvements djihadistes finalement, non? Enfin, il y a un peu les germes là-dedans aussi, sans doute. Je pense qu'il y a des germes là-dedans. Après, on peut pas, malheureusement, c'est le monde où heureusement les choses ne sont pas aussi simples. On peut pas dire, voilà, c'est à cause de ça qu'on est arrivé à ça. Un ensemble de facteurs. Et c'est vrai que c'était un régime où on pouvait étudier gratuitement, où la fac était gratuite. On était dans un état laïque. Et cet embargo a privé vraiment toute une génération d'études supérieures parce que les frais, le coût de la scolarité a sensiblement augmenté et a fait que il y a beaucoup de femmes notamment qui du coup ont dû rester chez elles, ont dû se marier et ça a vraiment privé toute une génération d'éducation. Effectivement, quand on manque d'éducation, on dérive plus facilement vers les extrémismes religieux. Et tu étais sur place lors de la guerre? Non, moi j'étais en Irak entre la première guerre du Golfe et la seconde guerre. J'étais vraiment entre les deux. D'accord. Et après, donc tu as fait cette activité de journalisme, de reporter pendant plusieurs années. Et en 2004, tu es parti pour ton premier long voyage au long cours, qui était, vas-y, raconte un petit peu, qui était donc une traversée en vélo d'Odessa à Tachkent. Tu es parti tout seul, c'est ça? Oui, je suis parti seul, j'ai été rejoint par des copains sur la route. À cette époque-là, j'étais journaliste, donc je faisais beaucoup de reportages en France. Je travaillais pour la presse économique, pour la presse féminine, et puis je faisais aussi beaucoup de reportages à l'étranger. Je suis parti au Kosovo, en Grèce, en Turquie, en Géorgie, enfin dans un tas de pays pour mon métier de journaliste. Et finalement, je revenais avec plein de reportages, radio, presse écrite, et j'avais malgré tout une certaine frustration parce que je trouvais que je parlais pas assez des gens finalement qu'on côtoie au quotidien. C'est vrai que les gens dont on ne parle jamais finalement dans les médias. Et j'ai voulu faire ce voyage un petit peu initiatique finalement, à vélo, qui m'a amené à traverser l'Ukraine, la Crimée, la Russie, la Kalmoukie en Russie, la seule région bouddhiste d'Europe, puis le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Et j'ai trouvé que c'était des régions absolument passionnantes. Et ça m'a permis en tous les cas de réaliser mes premières armes en tant que réalisateur pour faire mon premier film qui s'appelait Odessa Tachkent, un vélo et des hommes, où j'essayais de mettre en avant la diversité culturelle de ces pays et puis de filmer les rencontres que je faisais parce que je trouve que quand on revient de voyage, ce qui est le plus dur à partager et pourtant ce qui nous marque le plus, ce sont nos rencontres. Et moi, je voulais vraiment que le film, ça serve à ça, à ce que les gens comprennent les émotions que j'avais pu vivre pendant mon voyage. Ouais, et puis tu me disais que tu étais un fan de voyager en vélo. Tu en as fait plusieurs. C'est pourtant un mode de transport vraiment que tu aimes beaucoup.
Ben, je me suis aperçu que le vélo, c'était un moyen formidable, effectivement, d'avancer lentement. Là, mon idée de base, c'était de passer de l'Europe à l'Asie lentement, au rythme mécanique du vélo, et de voir lentement les évolutions, de comprendre comment on passait d'un état, d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que c'est un moyen formidable de s'arrêter dans des endroits où on ne se serait pas arrêté si on avait une voiture. Et puis surtout de s'ouvrir à l'imprévu. Alors souvent, il se passe pas grand-chose, mais le plus important, c'est pas de savoir s'il se passe souvent quelque chose ou pas, c'est quand il se passe quelque chose, d'être disponible pour s'emparer des événements et puis de vivre quelque chose d'incroyable et puis d'avoir un partage avec la population locale, avec les gens qui vivent là, et puis de créer des émotions à partir de ces rencontres. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ensuite comme autre long voyage au long cours? Donc, toujours en parallèle avec ton activité de journaliste. Alors après, je suis parti traverser la Chine à vélo. Ça a été un voyage absolument extraordinaire pour moi parce que je ne connaissais pas la Chine. J'y avais été simplement une fois dans le Xinjiang, à l'extrême ouest du pays. Bon, c'est grand comme plusieurs fois la France, je crois. Mais je connaissais pas bien la Chine des Han, on va dire, c'est-à-dire passer cette région du Xinjiang, arriver vers Turfan, etc. Et ça a été une découverte incroyable de le faire à vélo, déjà pour ne serait-ce que prendre l'ampleur de l'immensité de ce pays et puis me retrouver projeté dans ces petites villes, parce qu'il y a de moins en moins de villages, ces petites villes chinoises, rencontrer cette classe moyenne émergente, ces couples avec leurs enfants uniques, voir comment ils vivaient, rencontrer ces paysans, voir tout ce qui avait changé pour eux ces dernières années. Et puis c'était aussi un défi de taille parce que les Chinois ont une mentalité qui est très différente du reste de l'Asie et de l'Europe de l'Est, de ces régions que je connaissais bien. C'était plus difficile de faire des rencontres. Fallait que je mette à plat toutes mes idées préconçues sur comment faire des rencontres facilement à vélo. Là, tout était remis à plat et pour moi, ça a été une découverte incroyable. Et ce film a eu beaucoup de succès aussi. J'en suis très fier parce qu'il a eu beaucoup de succès dans les festivals. Il a été ensuite projeté au Québec dans des écoles. Il a été projeté au Grand Palais à Paris. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu dépassé aussi par le succès de ce film, mais parce que j'étais porté par la Chine et son énergie incroyable. C'est une bonne surprise d'être dépassé par le succès d'une création. C'est sympa, ça doit être une sensation agréable. Oui, c'est ça, parce que finalement, on vit ces voyages de manière très intime, mais on a envie de les partager, non pas pour se mettre en avant, parce que moi, dans mes films, c'est pas, je suis pas en train de raconter une performance sportive, mais j'essaie vraiment de parler de ces personnes qui m'ont marqué. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir quand je les présente à des milliers de personnes. Et c'est ce qui est arrivé avec ce voyage en Chine et mon film Caractère chinois et Poussière rouge, où j'ai présenté ces personnes marquantes qui me font visiter ces quartiers détruits ou qui me font visiter des villes en effervescence comme Shenzhen et qui m'expliquent comment eux conçoivent ces changements. Ça me fait plaisir, voilà, de les présenter à des Français, à des Belges, à des Québécois, enfin, voilà, que ça reste pas juste une expérience intime, mais au contraire de s'ouvrir sur le monde et de partager ses émotions. Et ensuite, donc, tu as fait encore d'autres voyages, notamment tu es allé en 2009 sur la piste Ho Chi Minh avec ta femme. Et alors la piste Ho Chi Minh, encore corrige-moi si je me trompe, c'est donc une piste qui passait dans le sud, à l'est du Cambodge et qui permettait aux Viet Cong d'acheminer des munitions du sud du Vietnam au nord du Vietnam, c'est ça? Non, la piste Ho Chi Minh, c'est un réseau de chemins, de routes qui partait du nord Vietnam et qui allait vers le sud et qui me permettait effectivement aux Viet Cong, donc aux soldats du nord, d'acheminer vers le sud leurs vivres, leurs provisions, leurs munitions. Cette piste a permis au Vietnam Nord de renverser le régime du Vietnam Sud et d'unifier le Vietnam et puis surtout de battre l'armée française et puis surtout l'armée américaine. Et c'était un combat qui était plutôt perdu d'avance pour ces soldats qui étaient dans des conditions déplorables, qui étaient à pied, qui étaient sur des vélos sans pédales, qui étaient vraiment qui faisaient feu de tout bois face à cette armée surpuissante, l'armée américaine qui
qui faisaient pas de détails dans ces bombardements. Et malgré tout, la détermination de ces hommes a fait qu'ils ont réussi à vaincre cette armée. Et donc cette piste Ho Chi Minh, elle traverse le Vietnam, elle traverse aussi le Laos et le Cambodge, puisque les Viet Cong se sont dit qu'en passant dans ces pays étrangers, ils seraient peut-être épargnés par les bombardements, que l'armée américaine n'oserait pas bombarder des puissances qui étaient officiellement étrangères au conflit. Et ça n'a pas marché. Et le Laos a été vraiment beaucoup bombardé. C'est un des pays les plus bombardés au monde sur cette période. C'est absolument hallucinant. Il y a encore beaucoup de mines. Il y a encore des personnes qui meurent à cause de mines ou d'obus. Oui, voilà. Il y a encore beaucoup de sous-munitions qui n'ont pas explosé. Je crois que c'est à peu près un tiers des sous-munitions qui n'explosaient pas, donc qui sont encore dans la jungle, qui causent moins de dégâts aujourd'hui, mais en tous les cas, dès qu'on veut cultiver un champ, il faut déminer, il faut faire très attention à cela. Donc ça pollue encore la vie locale. Et nous, on a voulu reconstituer à pied cette piste Ho Chi Minh. On était les premiers occidentaux à le faire, et ça a été un voyage absolument incroyable, un voyage à travers l'espace, puisque on est dans 3 pays différents, on est dans des paysages de jungle, en plus on était pendant la mousson, dans des endroits très isolés qui sont parcourus que par des charrettes à zébus, et puis aussi un voyage à travers l'histoire, et c'est ça qui était passionnant, c'était de voir encore les stigmates que portaient ces régions de cette histoire récente. Ouais, je disais à François, juste avant l'interview, que j'étais dans ce coin-là, à ce moment-là, et j'avais voulu aussi faire un bout de cette piste. Je trouvais... j'aime l'histoire parce que j'ai fait historien de formation, donc je trouvais l'idée en effet sympa. Mais là, si je veux suivre ce bout de piste, cette piste, c'est facile à trouver. C'est pas balisé évidemment, mais c'est quelque chose de facile à faire. Non, je dirais pas que c'est facile à faire. Alors nous, c'est vrai qu'on l'a fait d'un bout à l'autre, c'était 2000 km de marche, donc ça nous a pris 4 mois, donc c'était très engagé. Au Vietnam, alors le Vietnam est maintenant très développé, donc même si dans le centre il y a encore des aspects, des tronçons de la piste qui sont encore sauvages, on est sur des régions qui sont très tendues puisque les relations avec le Cambodge sont compliquées. Le Laos, c'est quand même encore beaucoup la jungle, c'est très sauvage, donc il y a quelques routes, il n'y en a pas 36, c'est des endroits très isolés, on peut y aller, c'est pas infaisable, mais c'est difficile. C'est très difficile, surtout pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, un peu plus. À pied, en tous les cas, c'est très difficile. En moyen de transport, en moto, à vélo, c'est impossible à faire pendant la mousson. C'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus envisageable pendant la saison sèche. Et puis, c'est un petit peu plus balisé au Laos, puisque c'est une république qui est toujours communiste. Donc, la piste Ho Chi Minh est encore glorifiée. Tandis qu'au Cambodge, il n'y a plus aucune... Elle n'est plus signalée nulle part, puisque pour eux, ça n'évoque que des mauvais souvenirs. Elle n'est pas du tout glorifiée. D'accord. Et non, une différence de traitement. Et alors, c'était ton dernier long voyage? Voyage en cours? Non, après, avec Cécile, on est parti à travers le Brésil. On a repris le vélo cette fois-ci. On a voulu partir à la rencontre de projets écologiques porteur d'avenir. C'est-à-dire qu'on a voulu rencontrer dans chaque état du Brésil qu'on a traversé, on est parti de l'Amazonie, on a traversé tout l'arrière-pays, le Mato Grosso, pour arriver jusqu'à Brasilia et Rio. Et dans chaque état, on a voulu rencontrer des personnes qui menaient des projets écologiques, puisqu'on estime que le Brésil est un pays très intéressant, puisque c'est un très grand pays, c'est un pays qui a un fort potentiel, qui a une population très pauvre, qui a besoin de développement, mais qui a aussi des réserves naturelles très fortes. Et on espère qu'il ne faut pas opposer le développement et l'écologie. Et donc on a voulu le démontrer en allant à la rencontre de ces personnes qui essayent de mettre en avant des outils qui permettent un développement, mais qui respectent l'environnement si riche du Brésil et sa biodiversité. Très bien. Et donc, c'est dans ces années-là que tu as vraiment commencé à développer cette double activité de conférencier et de réalisateur. Donc maintenant, c'est ce que tu fais avec ta femme. Vous travaillez souvent à deux, tu me disais. Et donc voilà, vous tournez vous réalisez des documentaires que vous vendez à la télévision et donc parfois pour des cycles de conférences. Alors bon, pour ces cycles de conférences, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu du grand public. On connaît tous Connaissance du Monde, enfin peut-être certains des auditeurs connaissent. C'était plus connu, je pense, il y a 10 ou 20 ans. Voilà, c'est pour ce genre de structure que tu donnes ces conférences autour de ton film. Oui, parce que c'est vrai que même si c'est
peu connu des jeunes, il y a chaque jour des dizaines de conférences à travers la France qui sont réalisées, qui sont menées par des conférenciers. Et c'est encore une structure qui est très importante. Et il n'y a pas que Connaissance du Monde, il y a aussi d'autres structures, alors plus régionales, et puis ça existe aussi à travers le monde. Et c'est, je trouve, un métier qui est passionnant, c'est d'aller défendre son film devant le public. Ça veut dire qu'on le commente en direct et qu'on va directement au contact de ces téléspectateurs, j'allais dire, de ces spectateurs, parce que là, c'est pas devant la télé. Donc, c'est pas on monte un film de notre côté et puis on se prend la tête pendant 6 mois à le monter, puis après, on n'en entend plus parler. Là, chaque jour, chaque conférence, on a la réaction du public en direct. On a ces questions à la fin, souvent. Et puis, on sent comment réagit la salle pendant tout au long du film. Et encore une fois, on est sur scène. Donc, on commente son film en direct, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. À chaque fois, il faut le revivre. C'est du live, il y a une interaction. Ouais, voilà, c'est plein de métiers qui se mêlent. Il suffit pas d'être un bon réalisateur, de bien filmer. Faut aussi savoir tenir une salle, voilà, de 400 personnes, de 1000 personnes, de 1500 personnes quand on est dans d'autres pays. Et moi, je trouve ça génial parce que ces films, je les réalise pour qu'ils soient vus le plus largement possible et j'adore aller à la rencontre du public. Finalement, c'est ce que tu préfères par rapport au fait de vendre un film à la télévision. Voilà, tu vends ton film, là, tu as une plus-value, là, tu as une valeur ajoutée. C'est l'interaction, le live. Je dirais pas que c'est ce que je préfère parce que ça voudrait dire que j'aime moins le reste. Moi, j'adore tout ça en fait. J'adore faire des conférences, j'adore être à la rencontre de ce public, mais j'adore aussi monter pour la télé. C'est une autre écriture. J'adore monter tout le volet de production d'un film. J'adore essayer d'aller convaincre les chaînes. J'adore l'écriture, j'adore le tournage. Moi, c'est vrai que peut-être ce que je préfère avant tout, c'est le tournage. Voilà. J'adore aussi toute la phase de montage parce que j'aime bien travailler avec des monteurs aussi extérieurs qui ont un regard extérieur. J'aime bien me prendre la tête avec eux. J'adore avoir leurs retours, leurs commentaires. Voilà, on n'est pas toujours d'accord et c'est toujours très enrichissant. J'adore l'aspect musique. Donc non, moi j'aime tout, mais je pourrais pas faire que un aspect du métier parce que voilà, je me lasserais aussi et j'adore passer d'un sujet à l'autre et pareil j'adore passer d'un film à l'autre parce que quand on fait des conférences on va voir notre film des jours et des jours, on va voir le même film, on va le commenter donc au bout d'un moment, au bout de 2 mois quand on a vu son film tous les jours, c'est vrai qu'on a pas la même énergie qu'au début. Donc c'est bien de s'arrêter et puis de faire autre chose, travailler sur un autre film, travailler sur une autre écriture et puis après d'y retourner. Il n'y a rien de mieux que d'y retourner. Et donc tout ça se complète et c'est ça qui fait que la vie est sympa. Ben, ouais. Alors comment ça se passe au niveau plus concrètement? Bon, tu as un projet, tu as envie de faire ce reportage-là, voilà, tu te rends sur place, tu fais le tournage, tu montes le film ensuite au retour. Ensuite tu proposes le film, ou du moins le premier rush, je sais pas, au cycle de conférences. Si c'est accepté, quelques mois après, 1 an après, 2 ans après, t'es programmé pendant 1 an, 2 ans, plusieurs années. Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est vrai que la seule règle, c'est que tu n'as jamais de commande à l'avance. Donc là, par exemple, on a passé 3 fois 2-3 mois au Texas pour faire un tournage. Donc on a mis beaucoup d'énergie dedans. Au final, ça représente à peu près 9 mois de tournage quand même. Et on a terminé là le film ces derniers jours. On va le présenter, on va faire des auditions pour présenter notre film. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas, si ça va être pris ou pas. Donc peut-être qu'on aura passé 9 mois pour rien. Alors ces 9 mois, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'énergie. Et puis peut-être qu'au final, ça va rien donner du tout. Donc tout le risque, il est pour nous, mais le film, tu peux le revendre à la télé, non? C'est deux choses, enfin, c'est deux formats différents. Non, on peut pas vendre un film qu'on fait pour les conférences à la télé. C'est pas du tout la même écriture, c'est pas les mêmes modes narratifs. Il faut faire un montage dédié. Oui, absolument. Pareil, sur Encore, on a fait 3 films pour la télévision, et on a fait un 4e film pour les conférences, et ils sont très différents. En quoi c'est différent en quoi c'est différent? Bah, par exemple, sur les films qu'on présente en conférence, il y a moins d'interviews, par exemple.
nous, on n'apparaît pas du tout à l'écran. Et puis voilà, les sujets sont très différents. Le film qu'on va faire qui est consacré au Texas, ça va être une découverte culturelle, une découverte touristique, géographique de l'État. Bon, ça tel quel, ça se vend pas à la télé, il n'y a pas ce genre de film. À chaque fois, il faut trouver un angle documentaire. On a vendu un autre film sur le Texas, sur la communauté hispanique, par exemple, pour France Télévisions, où on est allé à la rencontre de 5 personnalités hispaniques du Texas qui ont eu un succès dans leur domaine, un succès hors du commun. Donc ça, voilà, c'est vraiment un angle documentaire. Mais ça, pareil, c'est le portrait croisé de 5 personnes. On va pas proposer ça en conférence, ça marcherait pas. On serait pas pris. Et puis ça, c'est pas, voilà, c'est pas du tout la même énergie, la même écriture que en télé. D'accord, mais à chaque fois que tu pars sur un nouveau projet, un nouveau documentaire, tu essayes donc de rentabiliser le truc en t'imaginant que tu vas proposer ça au cycle de conférence et à la télé. Et donc, c'est ce que tu fais, j'imagine. Voilà, on essaye et c'est toute la difficulté et c'est ça qui rend notre métier très difficile aussi et puis on n'y arrive pas toujours, hein. C'est que quand on tourne à la fois pour ces deux formats et puis des fois on est sûr d'avoir l'un mais pas l'autre et puis des fois c'est le contraire et puis souvent on est sûr d'avoir ni l'un ni l'autre mais on y va quand même et bon jusque-là ça a très bien marché pour nous, on est très content mais oui ça demande beaucoup de gymnastique intellectuelle et ça demande beaucoup de se projeter dans les futurs montages. Donc on est là, bon est-ce qu'on tourne ça? Oui, non, pour la télé, c'est pas forcément intéressant, mais qui sait, peut-être ça peut servir pour si on fait un film pour les conférences. Donc on y va, et puis du coup on se retrouve avec beaucoup de rush à gérer aussi. Et puis tout ça, voilà, c'est aussi de la gestion d'espace, de disque dur, de technique, de machin. Enfin, il y a beaucoup d'aspects effectivement qui rentrent en jeu. Et quand tu pars ou quand vous partez à deux, vous partez que tous les deux sur place, vous tournez, vous partez avec votre matériel, et ensuite au retour vous faites le montage, vous travaillez que, voilà. T'as pas Oui, une équipe. non, on n'a pas d'équipe avec nous. Jusque-là, on n'a jamais travaillé avec une équipe, mais on n'exclut pas à terme, hein, d'ailleurs, d'embaucher quelqu'un, quelques jours, pourquoi pas, pour faire des images avec nous, parce que c'est dur de tout faire, de faire à la fois les interviews, de s'occuper du son, de s'occuper du fond, de faire l'écriture, de préparer en amont. Enfin, il y a quand même beaucoup d'aspects. Et c'est vrai que on aimerait bien des fois pouvoir un petit peu se délester de la partie à proprement parler de tournage pour confier voilà l'outil vraiment technique à quelqu'un d'extérieur pour nous se concentrer un peu sur le reste. Et puis on part pas seul, maintenant on part avec nos enfants puisqu'on a 2 petites filles. Donc oui, les derniers tournages qu'on a fait, on part avec nos enfants, on les scolarise dans l'endroit où on va tourner et puis nous on essaye de faire notre travail la journée. Et le prochain projet alors? Alors le prochain projet, ça va être consacré à la Belgique, où on va s'intéresser à la culture, à la très riche culture belge, qui est un pays qui est au port de la France, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça, qui est très compliqué, qui est un carrefour culturel, et je trouve ça passionnant de m'y plonger, et on a beaucoup de rencontres en perspective, et ça va être génial. Hmm. Bah ouais, en ce moment, la Belgique, c'est bon, c'est à la une pour de mauvaises raisons, mais en effet, c'est un carrefour culturel depuis des siècles. J'aimerais qu'on termine cette interview par Culture Aventure, qui est une association qui existe depuis longtemps déjà, je crois. Elle a été créée en 2009, pardon, elle a été créée en 2003. Ah oui, donc ça commence, c'est pas mal déjà. Et donc tu t'occupes de cette association. Alors quelle est la genèse de cette association? Pourquoi tu l'as créée et quel est son objectif? Alors à la base, Culture Aventure, c'était une structure qui me permettait d'organiser mon voyage Odessa-Tachkent, un vélo et des hommes. Ça servait tout simplement voilà, d'avoir une petite structure légale qui permettait de recevoir de l'argent, de payer certains frais. Et puis à mon retour, elle a évolué. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un petit peu d'argent sur le compte de l'association et plutôt que de me le verser ou je ne savais pas très bien quoi en faire, je me suis dit tiens, je vais créer une bourse de voyage pour aider d'autres voyageurs à réaliser leur propre projet. Moi, j'avais eu aucune bourse, donc j'étais un petit peu frustré. Je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. Donc, je vais créer ma bourse pour aider des projets comme le mien voilà, qui ont un super potentiel et à les mettre en avant. Donc, c'est comme ça
qu'a été poursuivie l'activité de Culture Aventure. Et puis petit à petit, l'association s'est développée. Maintenant, on a un portail internet qui référence aussi d'autres sites internet de voyageurs. On fait beaucoup de distribution de DVD de réalisateurs indépendants. On essaie de proposer vraiment une boutique de films qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas sur d'autres sites internet, qu'on ne trouve pas sur Amazon, qu'on ne trouve pas à la Fnac. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Et puis on organise aussi la bourse de voyage AVI International que nous avons créée en partenariat avec AVI et qui récompense de 1 000 € chaque année 3 personnes qui vont mener un voyage avec une dimension de solidarité internationale. D'accord. Est-ce qu'il y a un critère d'âge pour cette bourse? On est une des seules ou des rares bourses qui n'a pas de critère d'âge. Ça c'est bien parce que c'est pénible. Voilà, nous on estime que voilà, à tout âge on peut avoir des projets de voyage, de solidarité internationale. D'ailleurs, ces dernières années, on a eu des personnes qui étaient des jeunes retraités, voilà, qui trouvaient enfin le temps de se consacrer à des projets de solidarité internationale et qui avaient voilà, une certaine maturité aussi pour avoir des projets bien aboutis. Et on ne demande pas à ce qu'il y ait on ne demande pas d'adhésion obligatoire à quoi que ce soit, elle est gratuite, il n'y a pas de papier, tout se fait par internet. Donc c'est vraiment une bourse qui laisse sa chance à chacun à partir du moment où il y a une dimension de solidarité internationale dans le voyage. Et donc elle a lieu chaque année au printemps, c'est ça? Il faut postuler de quand à quand? Alors là, pour cette année, il y a jusqu'au 1er mai 2016 pour postuler. Et puis, on organise une grande soirée chaque année, la grande soirée du voyage solidaire, où on projette un film documentaire, où on fait venir les nouveaux lauréats de la bourse, où ils présentent leur projet au public, et où les anciens lauréats présentent aussi leur compte-rendu de voyage. D'accord, très bien. Donc voilà, ça c'est chouette, une bourse de voyage, c'est toujours chouette, il y en a un peu moins, il y en avait plus avant je trouve, il n'y en a pas tellement, et surtout sans critère d'âge, c'est hyper rare, parce que voilà, la plupart des bourses s'arrêtent à 25, 30, ouais, même 35, allez, en poussant un peu, voilà, après tu n'as plus le droit de voyager, après, Dommage. Ouais, c'est dommage, c'est clair, il y en a beaucoup souvent qui sont frustrés. Écoute, très bien François, je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Je voulais vous parler quand même d'un livre de photos que tu as fait, que j'adore, qui s'appelle Vélo, moto et autres extravagances sur les routes d'Asie. Et François, voilà, à travers ses voyages, il a fait un recueil de photos de tout ce qu'on peut trouver de plus extravagant sur la route, comme moyen de locomotion. Voilà, ça va du... Bon, si vous êtes allé surtout en Asie, c'est surtout peut-être en Asie d'ailleurs, enfin pas seulement en Asie, en Afrique, en Asie surtout, je trouve qu'on retrouve ça, un peu moins en Amérique latine, de mon expérience, et vous voyez tous sans doute, vous avez tous croisé des camions hyper chargés, des motos, enfin voilà, chargés, on se demande comment ça arrive à rouler encore, donc c'est vraiment super ce livre. Je mettrai le lien dans l'article, comme les autres, je mettrai aussi les autres liens dont on a parlé, notamment, j'ai un peu de mal là, dont notamment ton association Culture Aventure. Voilà François, écoute, bonne continuation dans tes projets, merci d'avoir pris le temps de répondre et merci pour le café. Et puis voilà, tout le meilleur pour la suite. Ciao. Merci de ton invitation, merci de parler de Culture Aventure. Voilà, à bientôt, ciao. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager l'article et à laisser un avis sur iTunes. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.